À la une ce soir, la 4e assemblée plénière du Conseil régional. Il s'agissait pour le président Harry Chalus de donner corps à ses promesses aux agriculteurs et aux pêcheurs. Il a débloqué plus de 7 millions d'euros. Et parallèlement à cette plénière, des agriculteurs révoltés par l'inertie des pouvoirs publics à engager le redressement souhaité ont mené une opération escargot sur la RN1 aujourd'hui qui a généré d'immenses embouteillages. Les caméras d'ATV Guadeloupe étaient présentes. Et l'intelligence artificielle s'invite dans les salles de classe. Les élèves du collège Aurélie Lambourg de Zabim ont fait la connaissance de Super Timio, un robot que les élèves ont appris à programmer. La troupe Qui j'en trouvais a entamé sa tournée en Guadeloupe. Elle présente au public son grand spectacle Attention ça pique. Avant leur représentation de demain à l'auditorium de Basse-Terre, l'un d'entre eux sera sur le plateau d'ATV Guadeloupe. Bonsoir et bienvenue sur ATV, je suis ravie de vous retrouver. La région Guadeloupe a tenu ce matin sa 4e assemblée plénière entièrement consacrée au vote du budget supplémentaire. Il s'agissait essentiellement pour le président de région de joindre la parole aux actes concernant les agriculteurs et le secteur de la pêche. Un peu plus de 7 millions d'euros ont été débloqués pour leur venir en aide. Reportage Yvan Lemar. 4,4 millions d'euros, c'est le montant de la proposition de soutien aux professionnels agricoles et pêche présentée ce matin. Il faut savoir que c'est une action volontariste et urgente puisque la région n'avait aucune obligation d'intervenir. Mais sachant que la calamité naturelle est un dispositif qui est lourd et qui prend du temps à mettre en œuvre. D'ailleurs, le cyclone Matthews est passé le 28 septembre 2016. À ce jour, les bénéficiaires de ces enveloppes n'ont toujours pas été indemnisés. La région, pour sa part, a décidé pour favoriser la relance de l'activité, de mettre en place une enveloppe financière destinée à relancer tout de suite l'activité. Et dans cette enveloppe, c'est 4,4 millions, dont 1 million pour la banane, 3 millions pour l'ensemble de l'agriculture diversifiée et 400 000 euros pour le secteur de la pêche. Mais c'est une première enveloppe. Et à partir de là, nous mettrons en place un comité de suivi permettant de traiter l'ensemble des dossiers. Du côté des agriculteurs, on salue cette aide de 4 millions d'euros. Nous savons très bien que la région, le lendemain du confinement, a fait une déclaration, puisque nous avons fait une visite sur le terrain, devant l'ampleur de la catastrophe. Effectivement, le président Chalus a déclaré donc vouloir mettre à disposition des agriculteurs, dans le cadre d'une aide d'urgence, 4 millions. Ce qui a été fait aujourd'hui, concrétisé en délibération lors de cette plénière. Donc les agriculteurs forcément accueillent favorablement cette démarche, même si c'est loin de couvrir les pertes réalisées. Mais c'est pas non plus, il appartient à l'État de prendre ses responsabilités en la matière dans le cadre de sinistres agricoles de telle ampleur. Donc l'aide de la région, c'est une aide d'urgence, il faut le concevoir comme ça. C'est vraiment, bon, ça ne suffira pas. Les exploitations sont en très grande difficulté, mais n'empêche, c'est déjà un geste, je pense, qui est encourageant. Pour les pêcheurs, les 400 000 euros d'aide sont bienvenus, mais insuffisants. Et nous avons une aide qui est largement insuffisante par rapport à nos pertes, à ce stade, qui sont plus de 3,4 millions pour les premiers jets. Et en définitive, nous atteindrons 6 millions de pertes quasiment. Donc c'est un geste, mais largement insuffisant, car l'entreprise de pêche a vraiment besoin de se relancer tout de suite. Et au-delà de ça, c'est 6 mois de difficultés de trésorerie qui vont arriver. Il faut savoir qu'à la pêche, on n'a pas de calamité maritime, calamité de pêche. Et aucune assurance n'assure le matériel de pêche. On assure le navire, donc ce qui est fait aujourd'hui, mais personne ne peut vous rembourser quand vous avez produit votre matériel. C'est à votre propre charge. D'autant plus que l'Europe ne subventionne pas le matériel de pêche. Donc en fait, toutes les charges sont supportées par l'entreprise de pêche. Une réunion avec les pêcheurs est prévue la semaine prochaine. La proposition de soutien a été votée par l'Assemblée régionale à l'unanimité. Et il s'agit bien d'un budget de 4,4 millions d'euros accordés aux agriculteurs et au secteur de la pêche. Autre point présenté aujourd'hui lors de cette assemblée plénière, c'est celle des contrats aidés. L'Assemblée a voté à l'unanimité une motion pour affirmer leur maintien dans notre région. Le président Harry Chalus a ainsi réitéré son soutien aux élus locaux face au gouvernement d'Emmanuel Macron
On écoute d'ailleurs ses explications. Il est interrogé par Yvan Lemar. Il faut le dire, on entend dire que la Martinique a eu une cause qui est faux. La Martinique, ils ont trouvé d'autres solutions. Ils ont utilisé le reliquat des subventions de la formation. Nous avons atteint, notre quota de formation. Ils ont diminué le nombre de mois, diminué le nombre d'heures. Et ils avaient la possibilité en matière de reliquat des subventions. Nous étions au maximum. Actuellement, ils sont en train de travailler. Nous avons fait une motion pour interpeller le gouvernement. Le préfet travaille dessus pour trouver une solution. Et on verra ce qui est important pour moi, pour les Guadeloupéens, pour les maires, c'est que nous puissions finir l'année scolaire jusqu'en septembre. Et par la suite, continuer à travailler avec les parlementaires qui se sont unis dans l'intérêt des Guadeloupéens, ce qui mérite d'être souligné aussi, pour pouvoir travailler dessus. Et ce matin, une partie des agriculteurs inquiets de ne pas obtenir les dédommagements liés à l'arrêté de calamité agricole ont organisé une opération escargot sur la RN1 qui a pris le départ au vélodrome de Gourdelais à Nabemao. Une opération coup de poing menée par une nouvelle intersyndicale créée par la coordination rurale et le syndicat des éleveurs. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. C'est un coup de force réalisé ce matin par l'intersyndicale de l'agriculture. Des hommes et des femmes en colère qui souhaitaient crier leur ras-le-bol au préfet. Celui-ci ne respecterait pas, selon eux, ses engagements actés lors d'une précédente réunion. Mais la raison, c'est de se faire comprendre, c'est de faire sensibiliser et le monde pour la population et les consommateurs aussi, parce qu'il n'y a plus de produits agricoles sur les marchés. Le préfet avait promis effectivement de mettre en place la reconnaissance de calamité agricole. Voilà. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas été arrêtée, ce document que nous attendons, parce qu'avec cet arrêté, ça nous permettra effectivement de mettre en place une cellule de crise. C'est une mesure que nous pourrions effectivement pouvoir, parce que nous avons trop de difficultés. Ils étaient divisés en deux groupes, un à Basse-Terre, l'autre sur les axes routiers de l'agglomération pointoise, ce qui a généré d'importants embouteillages. Ah non, là, fais-moi entendre à présent. Parce que l'ancien préfet a même été bien entubé nous. Et là, nous avons constaté, le préfet là, nous voyons la semaine passée, il dit qu'il a déclaré calamité agricole. Jusqu'à ce jour, il peut savoir qu'il si il déclaré, s'il peut déclarer. Alors nous faisons tout ça, nous, si on n'a pas déclaré calamité agricole, la paille nous gagne. Alors c'est pour ça qu'il y a un bon de trois mondes à toute partie, syndical, venez aujourd'hui là, pour nous garder ce qu'on va faire. Faire ça que nous collons. Et je dis, si on n'a pas déclaré calamité agricole dans les jours qui viennent là, et ça a été même plus loin. Si les agriculteurs n'obtiennent pas gain de cause, ils risquent de durcir le mouvement de protestation. Affaire à suivre. Et les parents d'élèves de l'école La Lézarde à Petit-Bourg sont en colère. Depuis la rentrée, les enfants inscrits en moyenne section n'ont pas d'enseignante attitrée. Du coup, certains parents ont même dû prendre des congés pour garder leur enfant. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. Depuis la rentrée, ce ne sont pas moins de 7 enseignants qui se sont succédés dans la classe de moyenne section à l'école élémentaire de La Lézarde. Et cela lorsque les élèves ne se retrouvaient pas sans enseignants pendant parfois 5 jours. Par ailleurs, les parents ont eu vent d'une éventuelle suppression de cette classe, de quoi les irriter encore plus. Aujourd'hui, on nous annonce qu'on n'aura pas d'enseignants à partir de lundi. On dit trop c'est trop. Donc on demande au rectorat, suite aux différents courriers qui ont déjà été envoyés et qui n'ont pas eu de retour, de bien vouloir nous mettre un enseignant à l'année. Nous subissons un changement intempestif d'enseignants. Avec plusieurs journées sans enseignants, nous obligeons parfois à ramener nos enfants ou dans certains cas les élèves sont répartis. Étant donné que la moyenne section est à 30, vous comprendrez qu'on ne peut pas les répartir uniquement en maternelle. Donc en fait, ils se retrouvent parfois répartis en élémentaire dans des classes de CM2. Les parents, après avoir frappé à plusieurs portes, ne semblent pas trouver écho. Nous avons saisi la directrice qui nous a dit qu'elle ne pourrait rien faire. Elle nous a invités à contacter l'inspectrice de l'éducation nationale, ce que nous avons fait. Madame l'inspectrice est venue ici, a rencontré les parents et nous a dit mais on ne pourra rien faire, l'école maternelle n'est pas obligatoire. Nous ne sommes pas d'accord. Effectivement, on n'est pas obligé de scolariser nos enfants, mais dès lors qu'ils sont scolarisés et que la classe est ouverte, l'éducation nationale et le rectorat doivent nous mettre un professeur à disposition. Si la décision est maintenue, c'est toute une organisation qu'il faudra revoir pour les parents.
Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Vous le verrez, le parc national se soigne peu à peu après le passage de l'ouragan Maria. Et puis notre invité Yannick Maillard, manager et créateur de la troupe Qui j'en trouvais, sera avec nous dans quelques minutes. Et c'est une façon originale d'initier les enfants à l'intelligence artificielle, au numérique, avec le concours de l'opérateur Orange. Une classe du collège Aurélie Lambourdeau-Zabim a organisé aujourd'hui un atelier d'initiation à la programmation robotique. À cette occasion, les élèves de l'établissement ont appris à programmer Timmy, un robot super intelligent qui obéit au doigt et à l'œil. Reportage Karen Diama. Ce petit robot domestique, appelé Timothy, a été programmé par Jade et son petit groupe de camarades. On a commencé par faire des programmes sur le robot Timothy pour qu'il puisse, faire des commandes en fait. Donc lorsque, par exemple, on lui demande d'avancer, on met la main devant pour qu'il puisse avancer. Après, on peut mettre aussi des couleurs. Entourés par des professionnels, ces élèves de 3e ont pu aborder la question très technique du codage. On leur donne un robot, un petit robot qui peut avancer, reculer, aller à droite, à gauche, allumer des lumières, et ils doivent programmer le robot. C'est-à-dire, selon ce qu'ils choisissent, ce qu'ils veulent, ils donnent des ordres au robot. Donc en fait, on leur apprend à coder, c'est une initiation. Grâce à un logiciel, ils peuvent programmer ce robot et décider ce que le robot doit faire. Combiné à leur programme scolaire, une trentaine d'autres élèves comme Jade a pu découvrir cet aspect technique du numérique. Ce sont des activités qui sont déjà au programme de mathématiques et de technologie. Depuis la 5e, ils sont amenés à faire de la programmation. Et là, ils peuvent utiliser un robot. Donc ça fait quelque chose de beaucoup plus ludique, de beaucoup plus innovateur pour les enfants, plutôt que juste utiliser l'ordinateur. Donc c'est pour ça qu'on a répondu favorablement à cette formation avec les enfants. Véritable vecteur de développement professionnel, le numérique s'inscrit aujourd'hui comme élément incontournable dans le développement économique. C'est déjà un projet, on peut appeler ça de la responsabilité sociale. C'est de notre responsabilité en tant qu'opérateur de pouvoir être, on va dire, j'ai envie d'employer un terme un peu technique, un peu numérique, de surfer sur une tendance importante. Cette tendance, c'est la possibilité pour les jeunes, demain, de travailler dans les nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers seront basés sur ce qu'on appelle le code. Et donc cette opération Supercodeur, elle est bien là pour permettre aux enfants de s'initier simplement au code. Et ceux qui vont sentir qu'ils ont envie d'aller plus loin, grâce à cette opération, ils pourront le faire. Après cette première édition réussie dans un établissement public, l'opérateur projette d'instaurer ce type d'atelier dans d'autres établissements similaires. Et un tout autre sujet maintenant qui concerne nos jeunes, collégiens, lycéens. En Guyane, le recteur d'académie s'est attaqué au problème du harcèlement scolaire à l'école. Une formation dédiée aux jeunes avait ainsi lieu aujourd'hui avec les lycéens. S'il est aisé de détecter le phénomène, il est beaucoup plus difficile pour les victimes et témoins d'en parler aux autorités éducatives. Reportage Gaël Ouassine. 14%, c'est le nombre d'élèves guyanais qui affirment avoir été victimes d'harcèlement l'an dernier selon une enquête du rectorat. Ce matin, à la salle de délibération de l'hôtel territorial, les élèves ambassadeurs des lycées de Cayenne ont appris à reconnaître le phénomène et à le dénoncer. Ça va aider mes camarades et je pourrais leur soutenir. Beaucoup d'élèves autour de moi, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'établissement, ont été victimes d'harcèlement et je trouve que c'est inadmissible car il y a beaucoup de suicides et je connais beaucoup d'amis qui se renferment sur eux-mêmes, donc j'ai voulu les aider. On va me montrer les bases ou comment je peux aider les personnes à aller vers eux pour qu'ils aient la confiance et qu'ils arrivent à se confier parce que beaucoup de personnes sont renfermées sur eux-mêmes et ne dévoilent pas leurs ressentis ou autres. En milieu scolaire, le harcèlement peut être physique, moral. Le cyberharcèlement est de plus en plus répandu. En France, 40% des élèves déclarent avoir été victimes d'une agression en ligne. Entre formation et sensibilisation, ces ambassadeurs ont un rôle prépondérant dans les couloirs de leur lycée. Oui, c'est un besoin parce qu'on se rend compte qu'au niveau des réseaux sociaux, on constate des dérives et souvent ces élèves sont convoqués au niveau du conseil de discipline pour justement rendre compte de leurs agissements, et ce qui n'est pas normal. Donc c'était important d'attirer leur attention sur la gravité des faits. Un ambassadeur, c'est avant tout ce rôle-là qu'il doit jouer au sein de son établissement. Défini comme une priorité par le ministère de l'Éducation nationale,
Le rectorat entend mettre l'accent sur la question de la proximité avec des interlocuteurs proches de ces problématiques. Des élèves qui ont été désignés et ils sont surtout volontaires pour pouvoir suivre cette formation. L'objectif de cette formation, c'est de permettre à ces élèves eux-mêmes d'être formés, de savoir ce qu'est le harcèlement et pouvoir eux-mêmes être des interlocuteurs pour leurs pairs, pour pouvoir travailler sur le harcèlement au milieu scolaire et surtout aider à améliorer le climat scolaire. Par la suite, de poser des questions, d'analyser la problématique du harcèlement et aussi être formés, surtout être des spécialistes à leur niveau au sein de leur établissement scolaire. Ces élèves ambassadeurs contre le harcèlement scolaire sont repartis avec les armes pour lutter contre ce fléau. Et comment améliorer la qualité de vie au travail? Ce matin, l'ARACT Guadeloupe, Forum Actionnet et l'ULINAF se sont penchés sur les problématiques de la santé au travail, particulièrement dans les secteurs d'activité les plus exposés aux risques psychosociaux. Reportage Karen Diama. Troubles de la concentration, nervosité, fatigue importante. Un nombre grandissant de salariés déclarent souffrir de symptômes liés à des risques psychosociaux depuis quelques années. Les risques peuvent venir de tous bords. Ça peut être des risques d'ordre physique, ça peut être des risques professionnels dans le cadre de l'usio professionnel, surtout par rapport justement au secteur sanitaire, social et médico-social. Vous savez, c'est un secteur qui s'occupe de l'humain. Et donc le burn-out peut facilement arriver et surtout aussi dans les modalités, les postures. Donc ce sont des risques que nous trouvons. Par exemple, s'occuper de personnes en situation de handicap, de personnes âgées ou même aussi d'enfants en bas âge. Indépendamment de leur effet sur la santé des individus, les risques psychosociaux ont un impact sur le fonctionnement des entreprises qu'il est possible de prévenir. Vous savez, nous sommes dans la semaine de la qualité de vie au travail et donc dans ce cadre-là, nous nous sommes entourés de professionnels et surtout de partenaires incontournables, l'ARACT, ici présente, pour pouvoir présenter à nos adhérents un outil dans le but de les sensibiliser justement aux risques psychosociaux. Cet outil, décliné sous la forme d'un jeu de société, permet dans des conditions détendues de cibler les risques et d'y trouver des solutions. Ce jeu s'appelle Intégrer les risques psychosociaux dans le document unique. Donc c'est un jeu édité par le réseau ANACT-ARACT. Donc en gros c'est un format ludique. Donc vous avez le plateau de jeu devant vous. Il faut 16 joueurs autour de la table. Donc ça peut se passer au sein d'une même entreprise ou en inter-entreprise comme ce matin. Donc il y a 3 niveaux dans ce plateau. La première partie, c'est de sensibiliser, rappeler les grandes règles de prévention, rappeler à quoi sert un document unique, qu'est-ce qu'on attend de l'entreprise en termes de prévention du risque psychosocial. Sur la deuxième partie, on est sur de la mise en pratique, donc avec des cas vidéo ou avec des cas rédigés. 2 équipes s'affrontent sur la définition de la situation problématique, les conséquences, les causes, les actions qui existent, les facteurs de risque qui s'en dégagent et qui devront du coup inscrire dans leur document unique, pour passer ensuite à une 3e partie du plateau qui est celle des solutions, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut activer nos différents niveaux de prévention. Le phénomène n'épargnant aucun secteur d'activité, le jeu est accessible à toutes les entreprises est disponible sur le site de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et toujours au travail, certains ont bien du mal à ne pas céder à leur penchant pour l'alcool ou autres substances. En Martinique, cette problématique constitue un véritable fléau. Reportage Loïc Régis. 3 employés sur 10 sont concernés par une addiction en milieu professionnel. Dépendance à l'alcool, tabac, médicaments ou drogue. Les addictions peuvent aussi être comportementales, telles que les jeux ou téléphones portables. Pour déceler ces maux, il existe des signes avant-coureurs. Leur changement au niveau physique, des fois ils deviennent violents, ils font des disputes à n'importe quel moment. Et aussi, on les observe aussi, surtout il y a des bars, il y a des commerces aux alentours qui viennent le matin prendre leur petite bière avant d'aller au travail. C'est très réel parce que dans l'addiction, les agents peuvent se mettre en danger et mettre leurs collègues en danger aussi. Alors c'est pourquoi dans la prévention, on souhaite aider ces agents, non pas les mettre hors circuit, mais les aider, les accompagner. Outre la prévention, des acteurs sociaux proposent des solutions pour accompagner une personne dépendante. Une formule pédagogique et douce. Il faut surtout lui proposer quelque chose
de beaucoup moins nocif et qui soit beaucoup plus favorable à son bien-être. Ça peut être quoi? Ça peut être le sport, ça peut être le théâtre, ça peut être toutes les activités, j'ai envie de dire, saines. Et les conséquences sont réelles, autant pour le salarié que pour l'employeur. Des impacts sur l'organisation, sur la qualité du travail, sur l'ambiance au travail. Des accidents du travail qui génèrent des arrêts de plus de 3 semaines sont multipliés par 15 pour les salariés à tête de conduite addictive. C'est nuisible pour l'entreprise parce que c'est de l'absentéisme. En Martinique, 2 catégories d'âge sont particulièrement touchées, les 18-30 et 45-54 ans, des problématiques qui concernent davantage les hommes. Et puis retour chez nous en Guadeloupe, le cyclone Maria n'a pas seulement été un désastre humanitaire, mais aussi un phénomène dévastateur pour les infrastructures du parc national. Toutes les aires de pique-nique ont été impactées, des carbets ont été détruits, les passerelles fragilisées. Avec le RIMA de Guyane et la sécurité civile, un travail considérable a été entrepris. Illustration ce matin à Corosol avec Jacques Canval, Patrick Curie et Moïse Dexter. C'est le traditionnel coup de main du parc national au lendemain des intempéries. La quasi-totalité des employés se mobilisent pour remettre les sites en état afin que tout un chacun s'y rende en toute sécurité. Donc ici, vous avez les personnels terrain, d'administration générale, de direction, tout le monde est vraiment présent. Même les emplois jeunes ainsi que les volontaires services civiques. C'est vraiment un coup de main qui est de notre tradition, celui de l'entraide en cas de besoin. On a déjà déblayé une bonne partie de tout ce qui était aspect touristique. Maintenant, Corosol est une aire de pique-nique qui est fréquentée beaucoup par les populations locales, par les Guadeloupéens. Donc on est en train de faire le nécessaire de façon à le sécuriser et qu'il puisse avoir accès à la nature et que la vie puisse prendre son cours. D'abord quelques consignes, comme ne pas s'éloigner ou encore ne pas porter de charges lourdes tout seul. Et les 70 agents du parc s'affairent à la tâche. Ce sont les consignes habituelles de travail, ce qui se passe à la maison. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en configuration de travail, nous sommes en configuration de coup de main. Alors on va enlever tous les encombrants de l'aire de pique-nique qu'on va poser là où vous voyez que ça se fait. Puis nous allons balayer de manière à ce que l'aire de pique-nique soit accueillante pour le public le week-end prochain. Il faudra s'armer de patience pour remettre en état tous les sites et chantiers de randonnée du Parc national de Guadeloupe. Et après 8 ans de vidéos sur le web et de succès, le groupe de jeunes de Chauvel, La Troupe, qui j'en trouvais et qui connaît un franc succès sur Internet, présente son premier spectacle vivant en Guadeloupe. Attention, ça pique, dont la prochaine date est prévue demain à l'auditorium de Basse-Terre. Pour nous en parler ce soir, Yannick Maillard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis, en tout cas, de vous recevoir. Vous êtes le manager et puis celui qui a créé finalement cette troupe, qui est à l'origine, en tout cas l'un de ceux qui est à l'origine de la formation de cette troupe. Qu'est-ce que ça fait de passer du web à la scène ? En fait, la plus grande difficulté, c'est qu'effectivement, sur la scène, on ne peut pas couper. C'est, comme on dit, show must go on. On ne peut pas couper, on ne peut pas recommencer. Donc pour nous, ce qui était le plus dur, c'était de se préparer à cela, à arriver sur un spectacle vivant. Donc ça fait 2 ans que les comédiens s'y préparent, en fait, parce qu'il y a 2 ans qu'on a pris cette décision. Et c'est vrai que Marc Lambourdière, qui est aujourd'hui notre metteur en scène, qui a travaillé avec Parole Pourrie, Bostik, aussi Jack and Pat, et qui, lui, justement, nous permet d'acquérir cette faculté à évoluer sur la scène. Yannick Maillard, ça vous a stressé quand même de vous dire « Ah là, on sera plus sur les réseaux sociaux, les gars, on sera sur la scène en face d'un vrai public ». Non, je pense que c'est plutôt un challenge qui est excitant, en fait, parce que justement, là, on a des réponses immédiates, c'est-à-dire que le rire, il arrive immédiatement, et on sait que si on fait rire, c'est parce qu'on a bien fait cette scène-là, et donc on n'a pas coupé, refait maintes et maintes fois, parce que oui, les vidéos, ça arrive qu'on fasse une scène jusqu'à temps qu'on pense qu'elle est bonne, mais là, on n'a pas le temps de penser qu'elle est bonne, c'est-à-dire que les comédiens, ils font, et puis tout de suite, ils ont une réponse, et c'est ça qui est génial, parce qu'on a un retour du public qui est un peu plus vrai. Parce que je pense que c'est ce que les comédiens ils aiment, c'est vraiment cette chaleur qu'on reçoit avec le public, cette énergie, et qui nous permet justement d'être vraiment d'être carré sur ce qu'on fait. Et c'est pour ça justement qu'on a attendu 2 ans. Ça met une pression quand même forcément aux comédiens, mais vous l'avez dit, il y a ce réconfort où on ne se contente plus de likes, mais de vrais mots et des applaudissements et une énergie. La troupe a une histoire particulière. Il s'agit d'abord d'une histoire familiale, d'amis, de jeunes de Chauvel qui, je crois, s'ennuyaient et se disent « Tiens, on va monter un groupe ». Racontez-nous un peu. C'est un peu ça. Donc, en fait, effectivement, donc, ça démarre en 2009 et
comme on dit souvent, on a essayé de tuer l'ennui. Et donc, on avait déjà quelques notions vidéo, donc et quelques notions d'humour aussi. Et du coup, on a fait quelques épisodes et ça a tout de suite plu. Et on s'est senti obligé de continuer parce qu'à l'époque, on était les seuls à le faire. Hein. Très concrètement, on a utilisé YouTube au départ, ça fait 9 ans maintenant, 8 ans, pardon. Et donc voilà, on était les seuls et ça a plu tout de suite. Donc au fur et à mesure, on s'est structuré. Et aujourd'hui, on en arrive là. On a eu des passages à la télé également. Sur TF1 ? Voilà, sur TF1 en 2012. Où on a fait, à l'époque, c'était Je vends cochon. Donc c'était pour Noël. Donc c'est vrai que ça a beaucoup plu et on est passé sur 50 minutes inside notamment. Plus de 4 millions de vues pour certains sketchs, c'est énormissime. Je suppose que les téléspectateurs s'impatientent. On va regarder tout de suite un extrait. D'ailleurs, je ne dirai pas le nom, mais je laisse le soin à la chef d'édition de mettre en place ce sujet. Alors ma chérie, comment vas-tu? Hein? Déjà, en chaque part, on s'est à casa, mais on à casa. Pour commencer, de Yon. Et j'ai acheté une nouvelle voiture. Ça va pas concerner, moi. Ben, comment ça? On peut aller faire un petit tour, on peut aller manger une glace, on peut aller au cinéma, on peut aller au restaurant. Au théâtre aussi, oui. Ben, on peut aller au théâtre, j'aime bien le théâtre. T'aimes le théâtre? Non. Ça m'intéresse pas. Ben, on peut faire le tour de la Guadeloupe, il y a des musées à visiter, il y a des trucs comme ça, tu vois, on peut aller à la plage, à la rivière, il y a plein de trucs qu'on peut faire en Guadeloupe aussi. Il n'y a pas que le théâtre et tout ça, si tu veux. Alors? Quand vous me cherchez? Ben toi! C'est vrai? Mais oui! Alors, je vais te montrer. Regarde, c'est tout ce qu'on va dire. Va, sors. Va prendre la voiture. Allez! Vas-y, je t'envoie, je me vais. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est ça. Yannick Maillard, il s'agit d'un personnage très connu en Guadeloupe. Chaque comédien, finalement, incarne un aspect, nous en dit plus sur le pays Guadeloupe. Oui, donc là, en l'occurrence, c'était, on va dire, l'Antillais qui rend service, ou du moins... Qui aime rendre service, voilà, qui est très généreux. Exactement, malgré lui. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on essaye on va dire, de dessiner un petit peu, de retranscrire un petit peu certains profils de la vie antillaise. Donc il y en a pas mal. On a le papy aussi qui, lui, c'est le papy typique antillais qui aime les femmes, et notamment les femmes d'origine dominicaine. Donc voilà, donc c'est vraiment, il y a vraiment plusieurs personnages. On a aussi Boloko qui est lui, c'est on va dire le policier de la BAC qui, j'espère qu'il n'existe pas en Guadeloupe. Hein. Mais bon voilà, lui c'est le gars, il pense qu'il connaît tout, mais en fait il connaît rien. C'est un vrai tocard. La comédie, le théâtre interpelle justement la société. Vous, c'est pour dire quoi? Alors nous, c'est très simplement, on a envie de montrer aux gens, voilà, nous sommes comme ça. C'est bien, on juge pas, c'est bien ou c'est mal, c'est pas grave, juste qu'on peut en rire. Voilà. Donc je pense que l'autodérision, c'est l'une des meilleures façons de rire de soi, parce que voilà, on arrive justement à aller au-delà de ses défauts, de ses qualités, et ça permet, je pense, de rire en toute simplicité. Yannick Maillard, prochaine date demain soir à l'auditorium de Basse-Terre, et puis des autres dates qui sont disponibles sur la page Facebook de la troupe Qui j'en trouvais. Est-ce que vous aimez le cinéma? Ah ben oui. D'ailleurs, l'année dernière, on a fait notre premier court-métrage pour Halloween. Et donc, c'est une expérience qu'on souhaite recommencer pour Noël. Donc, on espère qu'on aura un petit peu de temps pour vous préparer ça. Je vous remercie d'avoir accepté, en tout cas, de répondre à nos questions. Vous restez avec nous. Si vous aimez le cinéma, c'est l'heure de la Minute Cinéma. Et le dernier film sorti en salle ce soir, c'est Le sens de la fête du duo d'Olivier Nakac et d'Éric Toledano. Celui-ci totalise déjà 800 000 entrées depuis sa sortie. On regarde tout de suite un court extrait. Non mais souvent on a des problèmes, on les comprend pas vos textos. Pas du tout, hein, je suis pas... Tenez, regardez si vous voulez. Pourquoi il a écrit ça? L'autre jour vous m'avez envoyé merci Seb pour ton gentil massage. Tu vois, voilà, ça c'est ce putain de correcteur. En plus je trouve pas les ponctuations, je me retrouve avec des trucs débiles là, ces ronds jaunes qui tirent la langue, avec des lunettes de soleil. Les smileys ça? Ouais voilà, ça là, oui. Dès que la surprise du marié est terminée, on envoie. D'ailleurs garde un peu ton portable à la main, comme ça moi je t'appelle et je te dis go. Ou juste un texto, hein. Non. C'est trop risqué. Oui, voilà, bien sûr, d'accord. Vous aviez reçu mon texto. Ah oui, mais je vous ai répondu d'ailleurs. Oui, vous m'avez écrit dès que vous arrivez, vous me demandez, et puis je viendrai vous lécher tout de suite. Non. Oh putain, quelle catastrophe, ça c'est mon correcteur. Ah, c'est ce que j'ai pensé, comme on se connaît pas bien. Mais non, on se connaît pas bien.
Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'avenue de l'Europe à Saint-François de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et oui, je crois que c'était l'effet ce soir de la troupe qui joue en trouvé. Et c'est la fin de notre édition spéciale, de notre édition régionale ce soir. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 12 octobre. À la une ce soir, nous l'avons vu, la 4e assemblée plénière du Conseil régional. Il s'agissait pour le président Richalus de donner corps à ses promesses. Aux agriculteurs et aux pêcheurs, il a débloqué 4,4 millions d'euros. Et parallèlement à cette plénière, des agriculteurs révoltés par l'inertie des pouvoirs publics à engager le redressement souhaité ont mené une opération escargot ce matin sur la RN1 à Bemaos qui a engendré d'immenses embouteillages. L'intelligence artificielle s'invite dans les salles de classe. Les élèves du collège Aurélie Lambourg d'Ozabim ont fait la connaissance du Super Timio, un robot que les élèves ont appris à programmer, une façon de les initier au numérique. Et la troupe qui j'en trouvais a entamé sa tournée en Guadeloupe pour présenter au public son grand spectacle Attention ça pique. Avant leur représentation de demain soir à l'auditorium de Basse-Terre, l'un d'entre eux était sur le plateau, il était notre invité. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.